Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pentio. Ravi de vous retrouver pour la première de la saison 2022-2023, le retour du Club Pentio pour une saison 2 endiablée, on l'annonce. J'espère que vous m'entendez bien, déjà que les soucis techniques sont résolus. Ravi de vous retrouver, très sincèrement, voilà, je suis excité comme un gosse vraiment pour ce retour. Je ne suis pas tout seul, vous l'avez reconnu, le fidèle alcoolite, n'importe quoi, acolyte plutôt devrais-je Oh dire. putain, j'ai cru Oh, alcoolique. la boulette, la boulette. Il s'agit d'Alric. Salut Alric, comment ça va? Salut Pancho, salut à tous. Je suis très content de démarrer une nouvelle saison avec toi dans le club Pancho et j'espère qu'on va vivre de belles choses cette saison. On l'espère aussi. Alors, on a un autre invité niçois qui est dans les backstage, mais je vais vous présenter donc Emmanuel, représentant du TFC pour cette émission et rédacteur du site lesviolet.com. Bonsoir Emmanuel, comment vas-tu? Salut, ça va nickel, merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Merci à toi d'y avoir répondu. Je jette juste un œil pour savoir si Bertigno est bien avec nous. Alors, il va peut-être arriver en cours d'émission. Vous connaissez un peu les réglages. Il n'est pas dans la room. Bon, c'est pas grave. On va attaquer, les gars. Je vous propose, tout de suite, peut-être d'attaquer par l'actualité chaude. Il s'agit bien sûr du mercato. Euh, Alors, on va peut-être parler avant de Malansar, en attendant peut-être Bertigno. Donc Malansar a été officialisé en prêt du côté de l'AS Monaco, donc le voisin azurin, alors que Bertigno est là, nous a rejoint. Ouais, Normalement, c'était un bug hein, parce que je vous alors attendez, entendais vous très l'entendez, mais bien. vous ne le voyez pas. Voilà. Peut-être deux mots Alric, sur Malansar, le temps que je règle pour Bertigno. Alors, dans un premier temps, ça va peut-être en faire enfin, criser plus d'un. Je m'en fous complètement du fait qu'il est signé à Monaco, parce que je pars du principe que le football, c'est un sport pour nous, mais c'est un métier pour les joueurs qui l'exercent et qu'ils ont bien besoin de mener leur carrière comme bon leur semble. Donc, c'est sûr, ça fait un peu tiquer de le voir signer chez un rival. Maintenant, il n'a pas fait la promesse de porter uniquement le maillot de l'OGC Nice comme d'autres joueurs. J'en ai un en tête. Mais bon, lui, c'est un peu différent. Donc voilà, il a signé à Monaco. Ça fait tiquer sur le moment, mais après, j'ai envie de lui dire ok, mène ta carrière comme tu l'entends. S'il y a de la réussite au bout pour toi, c'est cool. Mais après, je m'en fous complètement. Ça a le mérite d'être clair. Bonsoir Bertino, comment ça va? Bonsoir à vous, ça va, hein, petit bug sur le live, mais bon, tout va bien et ravi d'être avec vous pour cette nouvelle émission et cette nouvelle saison. Alors que Benji Grignon nous sort un Berti on t'aime. Tout le fan club de Bertigno est sur le chat. Ça fait plaisir. Un petit mot peut-être sur Malansar, Berti. Ouais, moi ça me fait un petit peu tiquer, même si je rejoins Alric sur le fait qu'aujourd'hui les footballeurs, c'est leur métier, donc ils doivent mener leur carrière pour progresser et faire leur bout de chemin. Mais maintenant, c'est vrai que c'est quelqu'un de très très identifié au club, peut-être comme jamais on a eu auparavant formé au club, à part Bossetti. Et vraiment, ouais, ça fait bizarre de le voir à l'AS Monaco aujourd'hui. Après, bon, c'est les aléas du football, c'est comme ça, mais ouais, ça fait bizarre. Je vous rejoins assez, même si c'est vrai qu'il y avait comment dirais-je, des rumeurs parlant de problèmes en interne entre le joueur et le club. On ne saura pas exactement comment ça s'est fini entre le joueur et le club. Néanmoins, dans une époque moderne comme celle-ci, où on est peut-être un peu romantique de certains joueurs qui sont restés peut-être 15 ans et qui ont toujours juré fidélité, ça fait chier de voir un joueur aller dans le club rival. Regarde, attends, 30 secondes si peux me permettre une petite aparté. Mais regarde, Alexis Bossiti, lui, avait juré fidélité absolue à l'OGC Nice. Mais à un moment donné, et on me l'a fait remarquer sur Twitter, parce que j'y avais pas vraiment pensé comme ça, eh bien, il a été poussé vers la sortie par l'OGC Nice. Mhm. Donc il faut bien que le mec il continue sa carrière, il faut bien que le mec il mange. Parce que bon, c'est facile de dire les footballeurs ils gagnent beaucoup d'argent, mais s'ils ne jouent pas, ils ne gagnent pas d'argent.
Donc, bah, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti d'abord à l'étranger, ça n'a pas fonctionné. Et là où ça a fonctionné, c'est en France, en Ligue 2, et notamment et aussi en National. Il faut bien que le mec il porte un autre maillot s'il veut gagner sa vie. Donc, il n'a pas porté que le maillot de l'OGC Nice. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la fidélité absolue, c'est très rare. Il faut que le joueur soit bon pour avoir du crédit pour rester dans son club, et il faut que le club ait envie de le garder. Et aujourd'hui, je pense que c'est une culture qui s'est perdue. Après, je pense que là, c'est pas tant le fait qu'il soit pas resté fidèle de bout en bout au club qui nous fait tous tiquer, c'est le fait qu'il retourne en France et qu'il signe à Monaco. C'est surtout ça, Et vous, Rick. vous connaissez les vidéos d'Alex de Castro qui parle des traîtres de tous les championnats du monde. Enfin, des traîtres, entre guillemets, c'est une expression. Je veux dire, ça arrive de tout temps. Bon, après, c'est sûr que c'est encore plus flagrant, je trouve, dans l'évolution du foot actuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les rivalités, on a l'impression qu'elles n'existent plus. À tel point que personnellement, ça n'a pas de sens pour moi. Mis à part pour le folklore, mais je veux dire, on s'en fiche. Moi, je vais voir, je vais au stade, je croise un supporter marseillais, j'ai pas envie de lui cracher dessus. Il ne m'adresse pas la parole et je ne m'adresse pas la parole, et ça s'arrête là. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout ça, ça s'est perdu, et ça fait que bah, des joueurs comme Balotelli font Manchester City, pardon, l'Inter Milan et le Milan AC, que il fait Nice-Marseille, parce que tout le monde s'en fout en fait. Enfin, la plupart des joueurs s'en foutent aujourd'hui. Et si Malansar il s'est dit bah, j'ai envie de revenir en France parce que comme ça je suis proche de ma famille, et que le seul club qui me montre de l'intérêt, c'est l'AS Monaco, pourquoi je m'en priverais? Et je trouve ça fortement logique dans le but d'une carrière. Je te rejoins complètement là-dessus, Alaric, même si ça fait un peu chier. Voilà. Je pense Ah, mais que. après, je comprends. Non, mais c'est simplement que on pense naïvement que voilà, ils ont le choix aussi. Peut-être qu'en fait, Malansar, s'il voulait jouer, il avait que l'option Monaco. Tu vois, c'est aussi ça. En France, oui, peut-être. Voilà. Et qu'il n'avait pas envie de jouer en Ligue 2 parce qu'il avait fait Porto et Chelsea. Ouais, ouais, non, mais Voilà. ça se comprend. Parenthèse fermée sur Malansar, messieurs, on va évoquer rapidement aussi donc la piste Kalimundo qui s'est littéralement refroidi, hein, qui est tout simplement glacial, puisque le joueur a donné son accord pour signer au Stade Rennais pour 25 millions. Bertigno, je me tourne vers toi. Je suppose déçu de ne pas avoir la chance de récupérer le joueur, mais à voir qui c'est qu'on récupère à la place. Ouais, c'est un peu ça, c'est déçu. Enfin, pas forcément déçu. C'est vrai que ça aurait été un très beau coup sur le marché des transferts parce que c'est un joueur qui a beaucoup de talent, qui est jeune et qui a déjà confirmé au haut niveau plusieurs saisons d'affilée. Maintenant, voilà, je pense que le club a d'autres idées en tête, que de toute façon, apparemment, c'était pas une priorité absolue de Favre, donc c'est qu'il y a d'autres noms derrière dont on ne connaît pas l'identité. Donc j'attends de voir qui on va recruter à ce poste-là, quel profil ce sera, avant d'être déçu ou pas. Après voilà, c'était une belle opportunité. Rennes a su le convaincre. Rennes était premier dessus et s'est bien positionné. Donc bravo à eux. Et puis nous, j'espère qu'on fera une signature de la même envergure, voire mieux si possible. Euh, Maintenant, l'actualité un peu chaude aussi d'aujourd'hui, hein, c'est tombé il y a environ 1h30, c'est la signature de l'ailier belge Amouzou, qui était donc dans les petits papiers de l'OGC Nice depuis quelques jours. Donc pour la présentation du joueur, à moins qu'on ait un spécialiste vraiment belge et d'Anderlecht parmi nous ce soir, c'est un J'ai ailier regardé un peu. de... Comment? J'ai regardé un petit peu la saison dernière, j'ai Ah regardé oui, plusieurs. vas-y, bah Je écoute, connais vas-y. le profil. Ouais, du coup, Amouzou, c'est un ailier très percutant, très vif, très fort dans le 1 contre 1, mais c'est encore très irrégulier. Il n'était pas titulaire la saison dernière à Anderlecht. La grande majorité des matchs, il les a fait remplaçants, plutôt en rentrant en fin de match, en apportant toute la vitesse, la percussion pour déstabiliser des blocs resserrés et des adversaires fatigués. Maintenant, voilà, je pense que c'est un joueur qui peut énormément progresser, mais qui est jeune, qui manque un peu d'expérience et qui a encore du déchet. Donc, je suis pas certain que ce soit un apport immédiat dans l'effectif et une plus-value immédiate par rapport à ce qu'on a déjà. Mais voilà, on verra. Après, chez nous, je vous souhaite beaucoup de réussite. J'espère qu'il réussira, qu'il nous fera mentir et qu'il sera à la hauteur des ambitions. Alors on me fait Ouais, signaler... je pense qu'on a un problème de micro chez Bertigno. ouais, on a le même Ah, souci... Apparemment, on ne nous entend pas bien.
Et Nous, puis tout moi à aussi, l'heure. ouais, le même problème que tout à l'heure. Donc désolé, on va essayer de régler ça dans l'immédiateté. Euh, le profil, de toute façon, c'était un profil qui était recherché, hein. On a parlé effectivement de la piste Moses Simon en début de mercato. On a aussi parlé de Dustin Kluivert, peut-être pour un éventuel retour. Ça parle aussi de Mudryk, l'Ukrainien. On est sur ce type voilà, d'ailier percutant, virevoltant. De par ces capacités-là, de par ce profil-là, le joueur répond aux attentes. Il est vrai, et je m'en excuse, j'avais aussi relayé une compile pas forcément glorifiante en l'honneur du joueur, mais en même temps c'était les vidéos que j'avais trouvées. Bon, j'ai été strike, la vidéo a été strike par Twitter, donc c'est une excellente nouvelle. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement c'est pas flambant. Effectivement on s'attendait peut-être à un joueur un peu plus cher et un peu plus clinquant aussi. Maintenant on jugera le terrain les gars. On jugera le terrain, on jugera, je pense pas qu'ils viennent dans une position de titulaire, et puis ça peut être aussi une belle surprise. Mais là, parti comme c'est parti, j'ai l'impression que le joueur il va se prendre un torrent d'insultes et de propos malveillants, un peu comme, on va dire, Miziane Maolida il y a quelques années. Quoi. Et ça, bon, avant même que le joueur ait foulé la pelouse de l'Alliance, ça me gêne un peu. Alric, peut-être, ton avis? Ouais, bah, c'est ce qu'on disait enfin, c'est ce qu'on disait en off par rapport à la signature de Malang Sarr à Monaco. Enfin, je veux dire, le respect, c'est pas une option. Alors, on connaît pas le joueur. Par respect pour la personne, déjà, bah, on lui souhaitera la bienvenue quand il aura officiellement signé son contrat à l'OGC Nice. Et puis, bah, s'il est pas bon, bah, le coach le fera pas jouer. Et s'il se révèle apporter quelque chose dont on a besoin, bah, le coach le fera jouer et on sera très content de l'avoir. Je veux dire, j'ai un peu de mal avec l'idée de descendre un joueur avant même de l'avoir vu jouer, sous prétexte que c'est pas sur le papier le crack qu'on attend et que l'ensemble les 90% de la communauté au GC Nice a envie de faire signer un Ukrainien que je suis sûr que les trois quarts n'ont pas vu jouer, si ce n'est en Ligue des Champions. Donc, je pense que faut rester tranquille, quoi. Faut rester tranquille. Si le mec est pas bon, bah, il prendra une bronca parce que c'est comme ça au stade et puis le coach le fera pas jouer. Si le mec est bon, on se dira, bah tiens, finalement, on a peut-être pas eu tort. C'est un peu la même idée que le jeune Italien dont on voit les premières rumeurs. On ne sait pas qui c'est, il a 0 match en pro, mais on commence à craquer sur le fait qu'on veut faire un prêt payant de 4 millions d'euros et qu'éventuellement il pourrait y avoir une option d'achat entre 15 et 20 millions si ça fonctionne. Mais avant de voir si ça pourrait fonctionner, enfin, avant de voir si on va payer, il faudrait d'abord voir si ça marche. Mm. Et je suis désolé, c'est un peu le même principe que quand tu sors de l'école et qu'on te dit bah non, moi je vous engage pas parce que vous n'avez pas l'expérience. Mais si tu ne me donnes pas ma chance, j'en aurai jamais. Donc c'est le même principe. Tu vois, laissons-leur leur chance et ces joueurs-là. On a quand même réussi à avoir bon nombre de bonnes surprises depuis que Jean-Pierre Révert mène une politique sportive comme ça. Certes, il y a eu des gros ratés, mais je rappelle juste que quand Todibo signe à l'OGC Nice ou quand les premières rumeurs arrivent, on est beaucoup, et moi compris, à dire ouais, mais il a un comportement de merde et physiquement, il n'est pas prêt. Aujourd'hui, c'est le meilleur joueur de notre équipe. Non, mais c'est très juste. Je pense que là-dessus, on peut difficilement contester tes propos, Alric. Euh, un dernier peut-être dossier important qui a été mentionné par Alex sur le chat, il s'agit de Mario Lemina. Mario Lemina qui a fait une entrée, Emmanuel, je pense que tu pourras le confirmer, déterminante lors du match dimanche. Il y a eu Ça un, se voit, il a un petit sourire, il est content que Mario Lemina soit rentré. Non, mais alors, je sais pas, c'est vrai que dans cette rentrée-là, moi je l'ai trouvé fantastique. Alors, on parle du but de Ramsey, on parle de la percussion de Brahimi, mais pour moi, celui qui a vraiment stabilisé l'équipe au milieu de terrain, c'est Mario Lemina. Il a été très bon, il a été déterminant, il a été partout. C'est même lui qui est quasiment à deux doigts de marquer le but du 2-1 à la fin du match. Est-ce que cette performance-là, c'est pas aussi un message aux dirigeants en disant bon bah écoutez, enfin si auquel cas le club souhaite absolument le vendre, c'est bah regardez, voilà, vous voulez que je parte,
Maintenant, regardez ce que je propose encore sur le terrain. Après, bon, on sait pas, on n'est pas dans le secret des dieux, on ne sait pas exactement quels sont les éléments qui poussent les Mina dehors, mais quoi qu'il en soit, ce serait une grosse perte sportive, Bertigno. Ouais, alors est-ce que vous m'entendez mieux peut-être? Alors, non, véritablement pas. Alors, Je vais quitter la room et peut-être me connecter avec le téléphone alors. soit tu peux faire ça et tu te reconnectes peut-être avec notre périphérique, il n'y a aucun souci. Ok. Alric, peut-être le, sur les Le Mina, Calimina. finalement, ouais. Ouais, je pense que, enfin, on en a parlé dans Copéglon lundi. Je pense, mais je suis absolument pas dans le secret des dieux, que la raison de son départ pourrait être extra sportive. Il fait partie, en tout cas, c'était le cas l'année dernière. Il faisait partie des 5 plus gros salaires du club, avec ses 200 000 euros mensuels. Bon, 200 000. aujourd'hui, il y a 200 000. C'était ce qu'avait rapporté l'équipe. Ok. Ah, Ouais. je pensais qu'il était à moins, mais Non, non, ok. non, 200 000 tout rond. Le plus cher l'année dernière, c'était Kluivert à 400 000. Casper après. Après, tu avais Casper Dolberg, je crois, et ils étaient deux ou trois à 200 000 pour clôturer. Juste, Dont Andy Delors. et je précise juste que parmi ces trois 4 il y a Morgan Schneiderlin. Voilà. Oui, et Andy Delors. Voilà. Donc voilà, je pense que la raison doit être certainement extra sportive. Ça rentrait à Toulouse, on en parlera quand on fera le débrief du match. Et d'ailleurs, je suis curieux d'avoir l'avis de notre supporter toulousain parce que franchement, il est incroyable. Maintenant, oui, je pense que son salaire peut poser problème, ou alors peut-être, attention, j'ai mis une hypothèse, peut-être que dans l'intelligence de jeu, c'est peut-être pas le profil que recherche Favre, tout simplement. Il a un profil qui est intéressant, certes, mais peut-être que ça convient pas à Favre. Peut-être que son salaire est trop haut et que vu que tu as recruté deux monstres absolus qui certes ont accepté une baisse de leur salaire, ne doivent pas être là pour des figues, hein. Donc, euh, donc voilà, il y a peut-être plein de raisons, mais certainement, sûrement que sportivement, on est en droit de se poser la question de la pertinence, Hmm. en tout cas, de ce départ probable. Il y a trois éléments finalement. Il y a les finances, pourquoi pas. La volonté du joueur aussi, peut-être, qui a envie de partir pour diverses raisons. Et la compatibilité tactique. Mais en prenant cet élément-là, clairement, à mon sens, hein, au milieu de terrain, la question se pose plus pour Rosario. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Bertigno? Ouais, est-ce que vous m'entendez cette fois? Très Au bien. top. Ouais, bah du coup, non, mais pour revenir sur les Mina, bon, j'ai pas entendu tout ce que vous avez dit, mais c'est vrai que avec les Mina, il est très intéressant et je comprends pas trop son possible départ. Donc, ce sera intéressant de connaître les raisons et je pense qu'on les connaîtra. Après, concernant Rosario, c'est vrai que dans cette position de numéro 8 avec Favre, je le trouve pas du tout à l'aise. Je le trouve pas, ça va colle pas à ses qualités. Il manque de vitesse, il manque de capacité à se retourner vite et accélérer le jeu. Je le verrais peut-être plus déjà en 6 et encore, c'était compliqué ce week-end. Donc, ouais, j'ai du mal à lui voir un avenir en tant que titulaire à l'OGC Nice sous Favre, en tout cas dans ce dispositif-là. Alors pourquoi pas, au pire des cas, le faire venir dans la rotation en défense centrale. Si Danny Luc s'en va, comme on a vu la rumeur passer, ça peut être une option. Mais c'est vrai que actuellement, avec les milieux qu'on a entre Thuram, Ramsey, BK et les Boudaoui. autres, et Boudaoui, voilà, ça fait beaucoup de milieux, beaucoup de profils intéressants et qui ont pour le moment montré un peu plus que Rosario. Donc j'ai du mal à le voir se projeter à Nice avec Favre. Tu as cité Boudaoui, ça me pose problème parce que même si c'est un joueur sur lequel on peut compter qui ne rechigne jamais à quoi que ce soit, en toute objectivité, enfin en tout cas, c'est mon objectivité, donc c'est de la subjectivité du coup. Vous avez vu un petit peu le. Voilà, c'est moi, c'est comme ça. C'est le Alric 2022-2023. Non, en fait, je pense que c'est un joueur moyen. Et là, certes, il peut jouer un peu partout parce qu'en fait, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est jouer. Mais je ne l'ai jamais trouvé transcendant. Et je pense pas que. Franchement, je le verrais bien sur le départ, lui aussi, tu vois. Ouais, mais Le... Ouais, c'est possible.
Après, C'est tout à fait possible. il y a pas mal de joueurs, je pense, enfin pas mal de joueurs finalement qui sont annoncés sur le départ, qui pour l'instant ne sont pas partis. D'Acuna, Ah, mais il Trouillet, faudra bien de toute façon qu'ils partent, hein. Schneiderlin. Mais effectivement, si tu récupères le jeune joueur là, de l'Inter de Milan par exemple, ou un autre milieu de terrain, ça te fait une place supplémentaire qui doit sauter. Après, il ne faut pas oublier non plus qu'on va être ramené à avoir un calendrier, si tout va bien et si on passe le barrage, qui va être dantesque. Donc on va avoir besoin aussi d'avoir un groupe de 16-17 joueurs ultra compétitifs. Et la notion de titulaire et d'entrant, elle va être totalement revue parce que il est possible qu'il y ait 15 ou 16 titulaires. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire Mm. qu'aujourd'hui, au poste de gardien de but, on a Kasper Schmeichel. Incroyable. Mais Bulka, il a montré contre Toulouse qu'il pouvait être, hormis on va dire la sortie au Pâquerette à un moment, mais sinon il a été plutôt bon. Vous allez vous foutre de ma gueule, mais heureusement qu'il l'a fait cette sortie au pâquerette, parce que sinon, le défenseur toulousain, je suis sûr il est pas déséquilibré et il est capable de faire un centre bien mieux que ce qu'il a fait. C'est Donc possible. heureusement qu'il l'a fait et heureusement qu'il ne le touche pas surtout. Ah ouais, surtout il le touche pas parce que sinon c'est plus le même match hein, derrière. Je sens que vous avez envie de parler du match, ça tombe bien, puisque on va attaquer tout de suite, messieurs. Euh, on va dans un premier temps parler de Toulouse, finalement, de la renaissance un peu de ce club-là, pour les personnes qui sont là sur ce live-là, principalement des supporters de l'OGC Nice, mais je trouve que c'est quand même un sujet qui est intéressant, un club qui s'est reconstruit radicalement depuis peu finalement et qui récolte un peu les fruits de nouvelles méthodes cette saison, ou plutôt devrais-je dire dès la saison dernière. Donc Emmanuel, déjà tout démarre en 2020, c'est ça? Ouais, tout démarre en 2020. En fait, le vrai changement, c'est le changement d'actionnaire à l'été 2020. C'est l'année où on descend. C'est l'année du Covid aussi. Du coup, on a un peu plus le temps de voir venir parce que je crois que c'est vers mars-avril qu'on commence à savoir que le club va être repris. Et en fait, le TFC était laissé à l'abandon par l'actionnaire précédent, qui est Sadran, qui est le président qui nous a fait remonter en 2003 quand on était tombé en national, tout ça. Donc, il y a toute une histoire avec lui qui fait que certains supporters l'ont pas toujours critiqué, mais à la fin, c'était vraiment catastrophique. Je pense qu'on aurait dû descendre 5 ans plus tôt. Et du coup, on était déjà heureux dans l'absolu de se faire racheter. Après, on a eu plus de doutes parce que c'est un fonds d'investissement américain, en fait. Donc déjà, fonds d'investissement, on a tendance à être méfiant, et américain aussi, parce qu'il n'y a pas que des antécédents positifs. Et puis finalement, ça s'est bien passé. Ils sont arrivés avec Comoli, du coup, qui est quand même un visage un peu connu dans le football français, même européen. Et il est arrivé avec la promesse qu'il y aurait une méthode data un peu révolutionnaire. Et ça s'est avéré puisque on a recruté que des joueurs quasiment inconnus, à quelques exceptions près, depuis qu'ils sont arrivés. Et avec beaucoup de succès, on parlait tout à l'heure avant l'émission de Vanden Bomen, qu'on a recruté pour 500 000 à l'époque, même pas 350 je crois, Et en sur de la D2 data, néerlandaise. apparemment. Et, Quoi? et uniquement sur de la data, après ce que disaient les commentateurs d'Amazon Prime. Alors du coup, c'est un peu la question parce que c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup réduire la méthode toulousaine à la data, mais ce qui expliquait souvent, comme on lit en interview, c'est que c'est pas la seule chose qui entre en compte. En fait, on bosse avec un système qui s'appelle Zelius, je crois qu'il est un des plus performants en data dans le monde. Euh, mais après, il y a tout un travail déjà de scouting et puis même de humain. Je sais qu'ils sont allés rencontrer quelquefois la famille du joueur avant de le faire signer pour voir quel genre de joueur c'était, s'il était investi dans son club, les retours qu'ils avaient de ses coéquipiers précédents, tout ça. Donc il y a tout ce travail humain qui vient s'ajouter et je pense que c'est pour ça que ça marche. Parce qu'on a d'autres exemples de projets data qui n'ont pas beaucoup marché, et notamment celui de Nancy l'an dernier, qui faisait cette même promesse là de tout baser sur la data et puis qui s'est retrouvé à finir 20e de Ligue 2 quoi. C'est Avec, bizarre, on les connaît ceux de Nancy. Ouais, ouais, vous avec les Gauthier connaissez donc. Ganaille Ouais. aux manettes. On a failli l'avoir aussi d'ailleurs. Ils ont Parle failli pas nous mal, reprendre. parle pas mal de Gauthier. Tu sais que j'aurais voulu qu'il reste. Et donc ensuite, Voilà. Sur le TFC ouais, sur le TFC, du coup, on est racheté en 2020. On fait une première bonne année où on doit monter. On finit troisième. Il y a deux autres très bonnes équipes qui étaient Clermont et Troyes à l'époque. Et on perd en barrage contre Nantes, mais à une main non sifflée près.
Et l'an dernier, du coup, bah, on n'a pas marché sur la Ligue 2, mais on a quand même été premier, je crois, de la 5e journée à la 38e. Donc, je pense qu'on a quand même un peu survolé le championnat. Meilleure attaque. Euh, Meilleure attaque, ouais. Mais c'est un peu 82 le. buts, c'est énorme. Ouais, C'est ouais, bah, c'est un peu la promesse aussi que faisaient les nouveaux actionnaires, et ça s'est confirmé, effectivement. Et visiblement, on part sur les mêmes bases en Ligue 1, là. Et tant mieux, parce que j'ai l'impression qu'on a une équipe faite pour être protagoniste, et je suis pas sûr qu'on soit capable de résister très longtemps si on reste en bloc bas. Donc, j'espère qu'on va rester fidèle à cette stratégie, quitte à prendre quelques roustes de temps en temps. Moi, je préfère ça, parce que je pense que ça paiera quand même sur l'ensemble d'une saison. alors moi, oui, Alric, vas-y. Alors, je vois une question dans le chat qui dit pourquoi votre buteur japonais n'est pas resté pour la montée? Au TFC, il est resté, il est sur le banc, et il a fait des bons matchs. En fait, l'an dernier, on l'a beaucoup fait jouer sur un côté, alors qu'il n'avait jamais joué sur un côté. Il a 25 ans, il arrive du Japon, il a toujours été en pointe. Donc ça lui a pas beaucoup rendu service, mais là, il a fait vraiment une mauvaise prépa. Il a mis 10 buts l'an dernier, là, il n'a pas été bon, sachant que notre buteur anglais, Ricili, qui a fini meilleur buteur de Ligue 2, il est censé partir, là, il est en instance de départ, en gros. Et en plus, il est court physiquement. Mais ouais, en théorie, c'est lui qui aurait dû débuter, là. Et il a pas saisi sa chance pendant la prépa. Il a quand même un déficit technique, même si c'est quelqu'un qui aime bien se connecter au jeu. Il a vraiment des limites, à mon avis, rédhibitoires pour la Ligue 1, en tout cas pour être numéro 1. Et puis on avait recruté ce Dalinga, là, qui a mis le but, du coup, Meilleur qui a des buteur, stats assez folles. Ouais, voilà. meilleur buteur de la deuxième division hollandaise, apparemment. Ouais, Euh, avec 36 buts, je crois, un truc comme ça. Enfin, ouais. Ouais, j'ai l'impression que c'est une bonne pioche, mais en tout cas, il part numéro 1 maintenant. Et voilà. Mais En tout cas, le il a été très japonais, bon. Onayu, va rester. Il a été, Ouais. enfin, Dalinga a été très bon. Il a fait beaucoup souffrir, on va dire, l'axe gauche. On y reviendra lors de ce match-là. Et puis le but qu'il met aussi, on peut Ouais. dire effectivement que, oula, il y a, euh, il y a de la chance. Alors, Bertino, il faut que tu retournes ton écran. Parce que Il est sympa ce live de rentrée, j'aime beaucoup. on est sur un live de reprise, hein, vous en faites pas, c'est pas très grave. Euh, les gars, moi j'ai juste une question à vous poser par rapport au match pour démarrer un peu l'analyse de cette partie. Votre sentiment à l'issue de ce match-là, ce un partout, on va rappeler un peu le- les buteurs, donc Dalinga sur une passe de Vanden Bomen en première mi-temps qui ouvre le score et Aaron Ramsey, donc la recrue galloise qui égalise un partout. Emmanuel, comment, quel sentiment à la fin de ce match-là tu as eu? Alors moi, je dirais un peu comme Montagnier l'a dit, qu'il y a eu en gros une mi-temps pour chaque équipe. Donc la première pour Toulouse et la deuxième pour Nice. Mais mon impression générale, c'est quand même qu'on a été un peu plus dangereux. Parce que même quand Nice a eu la dernière demi-heure avec les entrants, où clairement c'était vous qui aviez le ballon et qui était dans notre moitié de terrain, vous n'avez pas été non plus très pressant. J'ai pas eu peur comme j'ai pu avoir peur sur certains matchs où on avait l'impression qu'on paniquait. Ce qui peut être, ça peut nous arriver. En plus, on est un peu une équipe comme ça. Et là, ça n'a pas vraiment été le cas, même s'il y a une grosse. Je sais pas qui c'est qui fait cette tête qui est sortie par Dupé à la toute fin. Lemina. Mais les Minas, bah, d'accord. Décidément. Mais ouais, donc bon, le nul est pas absurde, mais il y avait quand même des regrets à Toulouse, alors qu'au début du match, on aurait vraiment signé pour un nul. Là, on s'est dit que, vu la domination qu'on a eue sur on va dire 1 heure, on aurait pu gagner, quoi. Moi, j'ai trouvé que bah, dans l'ensemble, c'est à la fois logique le résultat, pour revenir sur ce que disait Emmanuel, mais aussi frustrant parce que malgré tout, bah, vous avez 30-35 minutes de ultra domination première mi-temps. Et malgré tout, dès qu'on met un peu de vitesse, dès qu'on fait du décalage, on se crée de très grosses occasions. Mm. Et clairement, si par exemple la frappe d'Amin Gouiri dès la 3e minute, elle finit petit filet, la Ouais. physionomie du match n'est absolument plus la même. Donc c'est ça qui fait que c'est un peu frustrant. Maintenant, clairement, il y a eu une mi-temps pour chaque équipe. La première, clairement pour Toulouse, qui nous a bouffé, notamment parce que notre axe, notre côté gauche était absolument dégueulasse. J'ai jamais vu autant d'attaques dans le dos. Et le pire, c'est qu'avec la chaleur, parce que ça, j'y reviendrai un petit peu, mais avec la chaleur, ça faisait perdre de la lucidité à tous les joueurs. Et pourtant, en fin de match, on peut carrément gagner le match parce qu'il y a Dupé qui sort cette tête de Lemina et juste après, il y a le petit crack Rarachilier qui arrive à faire une action assez improbable où
Bah, il y a hors-jeu au final. Enfin, il y a hors-jeu, mais je crois qu'il arrive à déclencher une grosse frappe malgré tout avant. Et encore Dupé qui la sort. Donc ouais, c'est un peu frustrant. Maintenant, maintenant, on a vu que... Bah, je sais pas quel sentiment tu as par rapport à ça, mais j'ai l'impression qu'en deuxième mi-temps, vous avez un peu baissé le pied physiquement. Ce qui a... Ouais, je pense aussi. Après, il y a autre chose, c'est que les entrants, on a vu la différence de qualité entre les C'est deux ça. bancs. Voilà, Et j'y puis allais vous, y vous venir. avez même un Brahimi qui n'a pas toujours été excellent de ce que j'en ai vu chez vous. Là, j'ai trouvé vraiment pas mal, et notamment sur le but où c'est lui qui fait 40 mètres sans être trop attaqué, mais bon, il l'est fait. Et puis Ramsey qui met le but, et même en dehors de ça, je l'ai trouvé plutôt bon. Alors que moi, j'avais un doute vraiment sur le recrutement de Ramsey, puisque ça fait un moment qu'il joue plus. Et alors qu'à l'inverse, nous, nos entrants ont tous été très mauvais. Voilà. Après, il y a J'allais y peut-être venir, aussi le côté c'est le physique, game mais changer de ça, justement. ouais, mais C'est je pense que même globalement sur le match, si vous en sortez, c'est aussi parce qu'il y a une différence de qualité individuelle qui est nettement supérieure. Vous avez peut-être un peu de retard parce que je pense qu'il faut ingurgiter un peu ce que demande Favre tactiquement, qui est assez éloigné de ce que faisait Galtier. Alors que nous, on était vraiment dans la continuité. Dans notre 11 de départ, il y avait 9 joueurs qui étaient des titulaires de l'an dernier. Puis Je pense que c'est aussi ce qui nous a permis. tu sors quand même d'une saison où Toulouse a fait le plein de points, le plein de confiance, etc. Enfin, Ouais. je veux dire, c'est un jeu offensif, sérieux et confiant. Et je trouve que ça s'est vu sur la globalité du match, même s'il y a des périodes qui ont été plus à l'avantage de Nice. Mais sur la globalité du match, très franchement, ça me fait un peu penser au début de saison de Clermont. L'année dernière où justement il y avait de la confiance dans le jeu, des résultats plutôt positifs. Ensuite, ça s'est quelque peu, on va dire, calmé naturellement parce que c'est une équipe promue. Mais en tout cas, beaucoup de bonnes choses. Bertigno, ton avis justement sur, enfin ton mot, ton sentiment à l'issue de ce match-là. Ouais, bah du coup, moi j'ai un sentiment un petit peu partagé parce que je pense qu'on a montré des bonnes choses, quelques bonnes séquences. Voilà, une équipe de Toulouse qui était bien préparée, qui a joué son jeu, qui nous a mis quand même sous pression toute la première mi-temps, en nous asphyxiant un petit peu et en dominant les duels surtout. Et même si on a eu quelques grosses occasions, mais c'est vrai que Toulouse a dominé cette première mi-temps. Et puis derrière, en deuxième mi-temps, ça s'est un peu plus rééquilibré. Et comme vous disiez avant, je pense que Toulouse a un petit peu baissé le pied au fur et à mesure. Ce qui a permis à Nice de poser un peu plus le jeu, d'avoir un peu plus le ballon. Même si on n'a pas eu énormément d'occasions franches non plus. Et puis la différence, c'était vraiment les entrants. C'était la grosse différence de ce match. Voilà, nos entrants, ils ont tous été bons, ils ont tous apporté. Et c'est là-dessus que ça s'est joué. Donc, on va dire un résultat pas mauvais parce qu'un partout chez un promu sur une première journée avec une équipe pas totalement prête, c'est pas un mauvais résultat. C'est pas non plus un top résultat. Je pense qu'il y avait la place pour gagner avec un peu plus de réussite et un peu plus de sérieux dans le jeu. Donc un match encourageant, il y a du progrès à faire, il y a mieux à faire et puis je pense que ça va venir tout doucement. On a parlé de l'axe gauche Dante Bar qui a connu, on va dire, une première mi-temps très compliquée, même si, ayant revu le match que le lendemain, en ayant vu un peu les préconnaissances des commentaires, des nombreux commentaires négatifs sur la prestation de Bar, finalement, son tout début de match n'est pas si affreux que ça. C'est vraiment son placement et son anticipation sur les ballons aériens qui a mis clairement en difficulté les deux joueurs. Enfin, là, je parle aussi de Dante. C'est aussi une des répercussions de la philosophie de Favre, à savoir un bloc plus haut, des joueurs qui sont voilà, un peu plus peut-être tournés vers l'offensif. Est-ce que Bertigno, ça t'inquiète pour la suite de la saison, ces séquences de ballons derrière la défense en hauteur? Bah, ça peut être inquiétant parce que on a vu qu'on a défendu vraiment assez haut contre Toulouse. Et quand il y a des ailiers rapides, alors là, pour ce cas-là, c'était Ngoumou qui était pour le coup vraiment très rapide.
ça peut être un danger parce que Dante, il est vieillissant, niveau physique, c'est plus ce que c'était, donc il va avoir du mal à gérer cette profondeur-là. Barre aussi, visiblement, il n'était pas à l'aise avec cette défense haute. Ça peut être un problème, il va falloir que Favre fasse attention à ça. On sait aussi qu'il va y avoir probablement le recrutement d'un arrière-gauche, donc à voir qui ce sera, et en espérant que ce soit par ici qui vienne. Ça pourra régler le problème, mais c'est vrai que ça peut être un point important. Et de toute façon, la philosophie de Favre, elle est aussi là pour amener le danger offensivement, mais défensivement, on sait que ça peut laisser beaucoup d'espace aux adversaires. C'était déjà le cas en 2016-2018, hein, quand il était chez nous. On avait déjà un petit peu cette problématique d'espace. Donc voilà, il va falloir gérer ça. Je suis un petit peu inquiet sur ce plan-là, mais on va voir comment ça avance. On ne va pas retenir qu'un match pour juger ce problème-là. Moi, j'avoue, j'ai pas trop compris ce qu'avait essayé de faire Favre, parce qu'effectivement, il y avait pas mal d'espace, puisque vous aviez un bloc haut, et en même temps, il était assez passif. Très peu de fois, vous avez mis en difficulté notre défense, alors que je sais que nous, nos circuits de relance sont pas toujours parfaits, et face à des équipes qui pressent, on peut être vite désemparés. Et étrangement, c'est pas ce qui s'est passé. Nos deux défenseurs centraux étaient un peu dans un fauteuil. Et à mon avis, ça vous a coûté cher plusieurs fois. Et en plus, on arrivait à trouver après, effectivement, nos ailiers qui sont capables d'aller vite et dans la profondeur. Et même Dalinga l'a fait quelques fois. Donc, j'ai pas trop compris. C'était un peu en entre-deux avec les défauts d'un bloc haut, quoi. Ben, on avait un pressing pas forcément très bien organisé, hein, de ce qu'on a pu. Je trouvais le pressing vraiment défaillant. C'était pas un bloc équipe qui montait sur le porteur. C'était vraiment pas organisé, pas coordonné. Donc, du coup, c'est vrai que ça vous a facilité la ressortie de balle et nous, ça nous a mis en difficulté plusieurs fois. L'impression que le bloc équipe se recroquevillait en fait dès lors que Toulouse avait le ballon avec ce passage en 4-5-1 en phase défensive. Mais effectivement, moi je dirais même qu'il n'y avait pas réellement eu de pressing, hein. Nice a attendu, on va dire, entre les 16,50 m et la ligne de but, enfin la ligne médiane. Bon, c'était pas un pressing et un harcèlement de tout instant. Euh, on parle de la première mi-temps, Alric, mais il faut quand même pas oublier qu'il y a eu des situations. Tu as parlé tout à l'heure de la première occasion d'Amin Gouiri. Euh, T'es dominé, pour autant tu te procures des occasions avec des mouvements euh, offensifs qu'on n'avait plus vus depuis quand même un certain temps. Est-ce que tu as été rassuré aussi de voir que ça commençait progressivement à se décanter un peu sur cette partie-là? Bah, sans faire injure au TFC, je pense que individuellement, on a des joueurs offensivement qui sont quand même, je pense, d'une qualité supérieure à ceux de Toulouse. Ce qui fait que dès que tu mets un peu de vitesse, tu vois que, je dirais pas que ça panique, mais on arrive à les mettre en difficulté. Très honnêtement, voilà, on a 2-3 occasions qui sont très nettes. Amine Gouiri, bon ben voilà, dès qu'il combine avec Kefren Turam, on retrouve le Amine qu'on aime bien et il retrouve un petit peu cette insouciance de tenter des trucs. Bon, le problème c'est qu'il l'a fait qu'une seule fois parce qu'après et lui et Andy Delors ont raté leur match mais dans les grandes largeurs. Après, Calvin Stengs, hein, n'en déplaise à la communauté OGC Nice, a été le moins mauvais dans cette première mi-temps offensivement parce que clairement c'est pas une foudre de guerre, hein. Il prend pas les défenseurs de vitesse et pourtant je trouve qu'il a une rapidité dans l'exécution de ses dribbles Ah ben le qui est petit crochet, voilà, dans le euh, crochet. Et regarde, et le mec il est gaucher, il sort une patate du droit dans la surface. Je me suis dit ok, bah là il est en train de devenir le joueur qu'on a envie de voir. Et même un joueur comme Lotomba a réussi à faire 2-3 différences sur son côté en première mi-temps. Voilà, donc ce que je peux regretter, c'est ce manque de réussite et ce manque de concentration et de précision dans les phases offensives parce que clairement, euh, Andy Delors qui rate la balle en étant au milieu de la surface, c'est assez incroyable pour être souligné parce que c'est typiquement la même action qu'il a fait l'année dernière contre Reims où il reprend la balle sans contrôle et la met directement dans la lucarne. du pied Mais gauche. là, du pied gauche, mais là, il va envoyer une patate du pied droit et il rate la cage. Donc je pense que il a raté son match parce qu'il n'était pas dedans. Je pense il y a encore du rodage. Comme le disait notre ami JC Todibo l'année dernière, on fait une très bonne saison et on commence par un match nul contre Reims.
Donc là, c'est pareil, tu commences par un match nul contre Toulouse et encore, tu étais en train de perdre. Donc ce point, il est bien pour la confiance. Ça veut dire que ce côté un peu mental que tu avais l'année dernière avec Christophe Galtier, bah, tu le maintiens avec Lucien Favre. Et c'est pas anodin parce que les équipes de Lucien Favre, on s'en souvient notamment en 2016-2017, elles étaient très fortes pour revenir dans les matchs lorsqu'elles étaient menées. On a gagné, je crois, une vingtaine de points comme ça en 2016-2017. Donc voilà, je pense que c'est juste une question de rodage. Faut pas oublier qu'il n'y avait qu'une seule recrue alignée sur le terrain au départ du match. On restait donc sur des certitudes et incertitudes de la saison dernière. Donc voilà, je pense que déjà pas perdre contre un promu, c'est bien. Surtout que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'ils sont champions de Ligue 2, donc ils sont sur une dynamique exceptionnelle qui est propre à un promu, de toute façon. Donc voilà, moi je pense qu'il faut en tirer du bon. Certes, il y a eu du moins bon. Certes, Melvin Barr a été en difficulté. Certes, Tanté a été très en difficulté aussi. Mais voilà, on a quand même quelques certitudes. C'est que JC Todibo, faut qu'il reste. Mario Lemina, s'il reste, il fera du bien. Mais de toute façon, il y aura de quoi le remplacer, j'en suis sûr. Et puis Favre sait faire du bon travail. Donc je ne fais pas de soucis, surtout si par exemple un mec comme Ramsey rentre et éclabousse la rencontre de toute sa classe en 2 ballons touchés avec une frappe en lucarne et des tentatives de passe que j'avais jamais vues. Bon, ok, très bien. Et puis, n'en déplaise à certains, je vais peut-être aller sur le sujet des entrants qu'on va aborder dans les prochaines minutes, mais comment ça s'appelle Bilal Brahimi, mis à part 5 minutes très compliquées sur le côté gauche, parce que c'est ce que j'ai voulu expliquer sur mon tweet d'après-match, c'est que sa rentrée, elle est pas très bonne tout de suite, parce qu'il y a 5 minutes très compliquées. Je me suis amusé à revoir le match, et les 5 premières minutes, il n'arrive pas à tenir sur ses jambes, il glisse beaucoup, il rate beaucoup de ballons. Et puis dès qu'il repasse sur la droite, ça devient le Brahimi qu'on a bien aimé pendant la prépa, qui percute, qui dribble, parce que je pense qu'il est sur son côté préférentiel. Et clairement, combiné aux entrants, notamment défensifs, du côté de Toulouse, qui n'ont pas été bons, tu as un mec qui fait une passe décisive en plein cœur de la défense toulousaine, et c'est ce dont on a besoin. Donc voilà, moi je pense que faut pas tirer la sonnette d'alarme tout de suite, dire on n'a pas gagné à Toulouse, c'est problématique. Alors factuellement, non, je suis pas d'accord. Parce que comme je l'ai dit, hein, c'est un promu qui monte et qui est en pleine euphorie. Toi, tu es en train de reconstruire ton équipe. Si on était avec le même coach et les mêmes joueurs sans recrue, très peu, je te dirais ok, on peut critiquer. Là, non, là je pense que faut laisser Disons, le temps. disons que je pense que le terme qui est le plus approprié par rapport à ce match-là, du moins point de vue niçois, c'est rodage. Ouais, On a vu de bonnes choses, que ce soit dans les sorties de balles. On a vu déjà une patte Favre. On a vu des mouvements offensifs, mais c'est important, des mouvements offensifs qui n'ont pas été puis de vrais concrétisés, mouvements des offensifs, vrais mouvements offensifs créer le décalage. qui ont été concrétisés par l'intermédiaire de Ramsey. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça se fait pas en un claquement de doigts. Favre est là depuis un mois et demi. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Donc, à titre personnel, très confiant par rapport à certaines séquences de jeu, tout en sachant que l'équipe n'est pas encore fixe. Donc, les joueurs Oui, qui. tu sais pas qui c'est qui sera au cage contre Strasbourg, Hmm, tu sais pas qui sera aligné, si on mettra plus de recrues ou pas. Donc on est en recherche. Et l'important, je pense que c'est d'être prêt à la fin du mois d'août, début du mois de septembre. ah ben, il faut être prêt avant l'enchaînement des nombreux matchs qui nous attendent, surtout si on joue l'Europe. En fait, il faut être prêt le 18 août. Voilà, tout simplement. C'est ça. Je pense qu'il faut être prêt pour le barrage. Bertino, moi j'avais une question à te poser par rapport à Brahimi. Alric a un peu teasé et m'a ruiné mes prochains. Mes Très content prochaines. de ça. Il n'y a pas de souci. Mais dans la lignée finalement, Brahimi, de sa bonne préparation, il a été une des grandes satisfactions de Nice, hein, tantôt sur le côté, tantôt dans l'axe. Ouais. De là à bouleverser la hiérarchie, selon toi, ou pas? Alors, pour le moment, non. C'est vrai qu'ils montrent des choses, et puis après, ça va aussi dépendre de ce que les autres font, de ce que Delors montre, de ce que Gouiri montre.
Pour le moment, lui, il marque des points. Favre a l'air de compter de plus en plus sur lui, donc c'est positif. Et s'il peut se montrer de la même manière qu'il l'a montré dimanche, ce sera une bonne chose pour nous parce qu'il va amener cette vitesse et cette puissance dont on a besoin. Et après, pour bouleverser toute la hiérarchie maintenant, je ne suis pas certain, surtout qu'il risque encore d'y avoir des recrues offensivement. Au moins une avec Amusu, pardon, et puis peut-être d'autres derrière. Donc, pas dans l'immédiat. Maintenant, voilà, s'il montre de bonnes choses, s'il est décisif, je pense qu'il jouera parce que Favre n'a pas l'habitude de faire des cadeaux. Il alignera la meilleure équipe et les joueurs les plus performants. Ok. En termes de performance individuelle j'allais dire côté strasbourgeois, côté toulousain. Oui, ça, c'est le week-end prochain, hein. Oui, oui, c'est ça. Non, mais il faut qu'on en parle aussi, hein, parce que rappelez-vous, amis niçois, l'année dernière, le score qu'on a pris à la maison, et il est toujours pas passé. Donc, il faut qu'on leur rende l'appareil, mais on y viendra un peu plus tard. Emmanuel, on a parlé de Vanden Boomen. Est-ce qu'il y a, Ouais. il y a- il y a d'autres joueurs côté Toulouse qui t'ont satisfait ou justement au contraire qui t'ont peut-être un peu déçu? Mais globalement, c'était plutôt une bonne surprise pour tous parce que il y en a certains pour lesquels on n'était pas sûr qu'ils seraient capables de passer le cap de la Ligue 1. C'est quand même très différent d'être bon dans une équipe dominante en Ligue 2 et d'être bon dans une équipe, on va dire, de deuxième moitié de tableau en Ligue 1. Et bon, c'est la vérité d'un match, mais globalement, tout le monde a été bon. Moi, j'ai trouvé que le côté droit a été vraiment très solide, mais c'était déjà une valeur sûre l'an dernier en Ligue 2 avec Dessler latéral et Ngoumou, ailier droit, qui va très vite, mais qui fait pas que ça. C'est pas un tout droit, c'est un mec qui est capable aussi de combiner. Il a un petit déficit technique, mais c'est un bon joueur. La recrue d'Alinga, même s'il a quand même raté 2-3 occasions en tout, mais il se les est créées déjà. Euh, Raté, c'est un peu dur, hein, parce que la première qu'il a, c'est Vodka, Moi, je trouve que c'est la première, très fort. il peut la gérer mieux. Ouais. Et J'ai la l'impression deuxième. qu'il se le croit hors jeu, en fait. Maintenant, parce qu'il vérifie. Ouais, mais du coup, il met du temps à démarrer. Et après, je sais pas s'il est un peu trop excentré, mais bon, j'ai trouvé qu'il la gérait pas très bien. Après, l'arrêt est magnifique. Et la deuxième, bah, il est contré par Todibo, hein, donc Ouais, mais du coup, c'est deux actions. À mon avis, sur une des deux, tu peux gérer mieux quand même. Mais ouais. bon, dans tous les cas, c'est pas mal. Puis il met son but entre les deux, donc ça va. Et puis après, moi, j'ai surtout beaucoup aimé le match de Spearings, qui est notre numéro 6 et qui est toujours le joueur un peu plus discret, en tout cas celui qu'on remarque moins en après-match, et qui a été vraiment excellent, qui a perdu très peu de ballons, qui en a gratté quelques-uns. Et ouais, lui, typiquement, ça faisait partie des joueurs dont on n'était pas certain qu'il passerait le cap et qu'il l'a passé sans aucun souci. Donc ça fait plaisir. Puis le petit Shaibi aussi, qui faisait son premier match en pro et qui a été solide, qui a été surtout utile dans le jeu sans ballon. Parce que je crois, j'ai vu la stat et il me semble que c'est celui qui a déclenché le plus de pressing du match. Ce qui est intéressant, après, il n'a pas touché beaucoup de ballons, mais c'est un joueur qui est très sûr techniquement et qui va être intéressant quand il va oser se projeter un peu plus. Donc, globalement, que du positif. Après, notre côté gauche a été un peu plus défaillant et ça a correspondu à ce qui s'est passé à Nice, puisque côté gauche, vous avez eu du mal et côté droit, ça se passait mieux. Moi, j'ai bien aimé la première mi-temps de Stengs, par exemple. Je trouvais qu'il était vraiment Merci, pas ça mal. me fait plaisir. Ouais. il faudrait vraiment qu'on fasse une capture vidéo de ce qui vient de se passer lors des 5 dernières secondes et qu'on la mette en tweet épinglé pendant toute la saison. Ouais, et qu'on dit, Avec vous les voyez, il n'y thèses. a pas que nous qui le disons. Même les Toulousains le disent. Non, non, mais je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'ai beaucoup aimé le petit Shaibi, que j'ai trouvé effectivement très actif et même physiquement en fait. Physiquement, tu Ouais. sens qu'il est déjà prêt pour la Ligue 1. Et s'il arrive justement à enchaîner, pour une première titularisation, j'ai trouvé que c'était très, très, très prometteur pour la suite. On a une question sur Isli. Donc Emmanuel a déjà répondu, il est en instance de départ. Et Dalinga a été recruté aussi pour prendre le relais, je suppose, hein, Ouais. pour être titulaire en Ligue 1. Donc il est en rentrée une quinzaine de minutes, je crois, de mémoire. Mais il est annoncé partant avant le 31 août. Que En dire championship, a priori. en Championship, ouais, ça parle de Nottingham Forest, si je dis pas de bêtises. Alors, ça parlait de Nottingham Forest, mais il me semble que cet été, c'était plus Burnley qui était ressorti, si je dis Ouais. pas de bêtises, qui est un club qui lui correspond bien. Voilà. Pas brillant techniquement, pas des grandes envolées dans le jeu, mais de la bagarre, quoi. On a une question sur Maxime Dupé. Emmanuel, est-ce que ce sera le gardien titulaire cette année à Toulouse ou pas? Ça, c'est la grande incertitude, et à mon avis, c'est un peu le raté de notre recrutement, parce qu'on a recruté quelqu'un, du coup, dans les cages, qui est-il Haug, qui est un gardien norvégien de 24 ans, qui était un gros espoir. À l'époque, il était chez les jeunes à City.
Et puis il n'a pas confirmé. Là, il était dans une équipe, on va dire moyen plus de Norvège. Et d'après les échos, c'était même pas le meilleur gardien du championnat. Bon, visiblement, la data a parlé et il est sorti premier dans tous les domaines qui ont été étudiés. Mais nous, de ce qu'on en a vu, c'est quelqu'un qui a tendance à beaucoup relâcher ses ballons aussi. Donc ça, c'est pas très rassurant. Par contre, c'est quelqu'un qui est très Pour un fier de gardien, pied. c'était problématique, ouais, Ouais, effectivement. voilà. Donc on a un vrai doute. Et Dupé avait fait quand même une saison solide l'an dernier. Il a fait une prépa plutôt réussie aussi, même si le Norvégien n'a pas été mauvais non plus. Mais bon, du coup, il fallait trancher. Et visiblement, c'est Dupé qui part numéro 1. Et je pense que c'est normal. Mais je trouve que c'est bizarre d'avoir fait ce choix de recruter un gardien qui n'est pas une valeur sûre. Là, tu as deux gardiens qui sont plus ou moins du même niveau. Faut qu'il y en ait au moins un qui soit solide et qui fasse taire le débat, parce que là, je trouve qu'on est un peu entre deux et c'est dangereux à ce poste-là, quoi. Il est plus jeune que Dupé, le gardien norvégien ou pas? Ouais, il a 24, je crois, du coup, si je dis pas de bêtises, et Dupé doit avoir 28 ou 29. Ok, ok, ok. Il a une petite expérience de la Ligue 1, mais pas non plus. Il a jamais été numéro 1. Il a joué à Nantes, non? Il a joué à Nantes, Il non? a joué à Nantes et je crois qu'il a une bonne soixantaine de matchs en fait en Ligue 1, Ouais, mais je crois que Prime parlait d'une cinquantaine de matchs en Ligue 1. ouais, Parce qu'en fait, il faisait un global. Il y avait aussi Silla qui ouais, avait aussi quelques matchs en Ligue 1. Et c'était les seuls joueurs, je crois, c'est le seul, ouais. du 11 qui avaient une expérience significative en Ligue 1. Comment ne pas évoquer les performances de Todibo et Thuram. Todibo, on en a un peu parlé, les gars, mais Alors moi, j'ai juste une petite remarque sur le but de d'Alinga, c'est ça? Dalinga. Ouais. C'est la communication corporelle de Dante sur le but. C'est catastrophique. Il a 3 mètres d'avance, parce que j'ai décortiqué le but pour expliquer à madame qu'il n'y avait pas hors-jeu. Il a 3 mètres d'avance et il a 2 mètres de retard, quasiment. Enfin, non, pas 2 mètres, mais il a au moins un bon mètre de retard. Et tu te dis, mais pourquoi? Parce qu'en fait, en étant placé comme il est placé, il empêche Boulka de sortir et de venir tamponner l'attaquant, quoi. Il accompagne la trajectoire et la course de Dalinga Les yeux, comme si Boulka lui avait dit c'est bon, laisse, tranquille, il ouais, n'y a c'est pas de bon, souci. c'est ça. Mais alors, je sais pas ce que t'en penses, Bertigno, mais Dante, sans vouloir tirer sur l'ambulance, hein, on n'est pas là pour tirer des conclusions hâtives, mais malgré tout, il est dans une phase, si on prend la fin de saison dernière aussi, où les dernières semaines il était en difficulté, même la préparation, il a à mon sens pas du tout été rassurant. Voilà, difficile C'est vrai que la période de Dante. Mais c'est vrai qu'on l'a senti en difficulté depuis plusieurs mois, depuis la fin de saison dernière. Et là, pendant la prépa, il paraissait pas mal en retard sur ses interventions, pas toujours bien placé non plus. Au duel, il se faisait quand même bouger pas mal. Donc, ouais, pas très rassurant. Et là, sur ce match, c'est vrai que sur le but, j'ai pas trop compris son intervention. En fait, c'est même pas une vraie intervention. Non, c'est un Je non-intervention, sais il pas. n'intervient même pas. Ouais, voilà, il accompagne, Il mais accompagne. sans vraiment se soucier du ballon ni du joueur. Enfin bref, il est entre les deux et au final, il n'est pas efficace sur son intervention et ça nous coûte le but. Et puis globalement, il a quand même été un peu en difficulté sur sa gestion de la profondeur, comme on disait tout à l'heure. Donc pas très rassurant, c'est vrai. Même Après, si on sait qu'il a besoin de temps pour se chauffer, hein. S'il faut, ouais. en 3 matchs, il est chaud, quoi, tu vois. Non, mais c'est pour ça, faut pas tirer des conclusions sur un match officiel. On va voir comment ça évolue. Voilà, il n'y a pas besoin de s'alarmer et de s'affoler non plus. Ça reste Dante avec son expérience. Ça reste un très grand joueur avec une bonne qualité technique et surtout un leader sur le terrain. Donc, je pense qu'il sera quand même important. Mais c'est vrai que pour le moment, il nous a pas convaincu qu'il allait repartir sur des très très grosses bases. Effectivement, Dante en difficulté sur ce match-là. À suivre, c'était un peu mieux en deuxième mi-temps, peut-être le temps aussi de Ça se... correspond avec le mieux de l'équipe. Ouais, c'est vrai, ouais, mais bon, il a pas occupé ce statut de taulier alors que le collectif était en délicatesse, à la différence de Todibo, qui a été justement, on avait peut-être non pas des doutes, mais on se posait la question de savoir est-ce qu'il allait réellement prendre cette ampleur à Nice en étant vraiment le mec qui, voilà, le taulier quoi, en plus d'être excellent sur le terrain, arriver à être décisif. Je pense qu'on a eu la réponse. Emmanuel, j'avais une question par rapport à Todibo et également Delors.
quelles sont les perceptions sur ces deux joueurs vis-à-vis de leur expérience à Toulouse, justement? C'est deux expériences un peu contrariées parce que Todibo, en fait, Todibo, quand il était dans le centre de formation, vous m'entendez bien ou pas? Oui. Très bien. Ouais, c'est bon. Quand il était encore jeune et même pas pro, parce que du coup, il a jamais signé pro au TFC en fait. Il est parti au Barça avant de pouvoir signer pro parce qu'il a fait 10 matchs en défense centrale sans avoir encore signé. Du coup, on l'a bradé pour 1 million d'euros alors qu'il était exceptionnel déjà sur les premiers matchs. Mais du coup, le club ne croyait pas trop en lui. C'est pour ça qu'il a jamais signé. Bon, du coup, les supporters ils en ont toujours un peu voulu de partir comme ça sans avoir signé pro et du coup de ne pas avoir récompensé son club formateur en lui filant un chèque un peu supérieur. Bon, moi je pense que c'est pas le joueur qui a incriminé, c'est la direction de l'époque qui avait fait n'importe quoi. Euh, voilà, et pour Delors, Delors, il a été victime d'une période du club qui était peut-être la pire. On était coaché par Duprat déjà, ça veut dire beaucoup, mais c'était assez catastrophique. On avait Silla en ailier, enfin on mettait des latéraux en ailier qui n'avaient pas le profil pour ça, donc il n'était pas asservi. Il jouait seul en pointe d'ailleurs à l'époque. Je sais que ça fait question maintenant à Nice, puisque Favre joue en 4-3-3. On jouait comme ça aussi et ça s'est pas bien passé, mais c'était pas la seule raison parce que globalement il n'y avait pas d'animation offensive, donc il devait se débrouiller comme ça. Donc moi je suis frustré parce que je pense que c'est un mec qui aurait vraiment pu devenir un des 9 les plus aimés de l'histoire récente du club. Faut dire qu'il y avait eu Ben Yedder avant, donc on attendait beaucoup quand même. Il y avait une vraie succession à prendre. Et ça s'est pas passé comme il aurait fallu, mais bon, je le mets, j'estime que c'est pas sa faute. Et j'ai vu qu'il était un petit peu sifflé là dans le stade, mais bon, globalement, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de. Bon, c'est pas un mauvais souvenir de l'heure à Toulouse, c'est plus un passage raté, mais pas tellement de sa faute, quoi. Il y avait aussi une question vis-à-vis de la gestion de son départ, non? Il n'avait pas fait en sorte, voilà, parce qu'il part au bout d'un an, je crois, hein, de mémoire, hein. Alors Delors, je crois qu'il fait 1 an et demi, si je dis pas de bêtises. Il arrive, il fait 6 mois, il fait 6 bons mois en fait. Je crois qu'il met 5 buts sur ces 6 mois, en mettant des buts incroyables d'ailleurs. Et puis c'est l'année suivante où il fait pas grand chose. Après, sur les circonstances de son départ, j'ai pas souvenir qu'on lui en ait beaucoup voulu parce qu'en fait, je crois même qu'on se fait une plus-value sur son transfert, si je dis pas de bêtises. Et il part à Montpellier du coup. Mais non, ça s'était passé correctement. Enfin bon, ça paraissait logique qu'il s'en aille parce que ça s'était pas hyper bien passé non plus, Ok, sportivement, quoi. ok, ok. Messieurs, est-ce que vous avez un autre joueur peut-être à mettre en avant sur ce match d'une manière ou d'une autre? On a parlé de Stinks, on a parlé des entrants. Peut-être un mot sur Ramsey, Bertigno. L'arrivée de Ramsey a hypé, on va dire, une grande majorité de la communauté, a posé aussi question vis-à-vis de son physique et de ses dernières années passées à la Juve. J'en profite pour vous dire que si vous voulez connaître davantage Aaron Ramsey, écoutez le dernier podcast d'Avantinissa, très intéressant avec un spécialiste du football italien qui vous le présentera en long et en large au sujet des 2 ans et demi passés à la Juventus. Euh, une bonne rentrée, enfin une excellente rentrée. J'aimerais aussi on va parler du but naturellement, mais de la personnalité sur le terrain. C'est-à-dire, il s'est directement intégré dans le collectif, il communiquait avec ses partenaires. Il était, je vais pas dire taille patron, mais on sent que c'est un gars qui a de la personnalité. Ouais, totalement, hein. Il est rentré avec toute son expérience et sa qualité. Et je pense qu'il s'est direct mis en rôle de leader technique sur le terrain. Voilà, il a organisé le jeu, il s'est rendu disponible, il a essayé de trouver les décalages. Donc je pense qu'il va monter en puissance. Moi aussi, j'avais quelques doutes sur son niveau physique. J'avais quelques interrogations là-dessus. Ce premier match m'a rassuré et je pense qu'il va vraiment monter en puissance. Voilà, il va montrer des bonnes choses, il va donner des caviars, il va organiser le jeu, il va lancer l'animation offensive de cette équipe, je pense. Donc non, intéressant et une vraie bonne première récompensée par ce but. Donc une très bonne chose, de très bons débuts, on espère que ça va continuer. Ouais, bah, clairement, classe et efficace. S'il y a 2 mots, c'est classe et efficace. Je le dis, sur son deuxième ballon, il marque ce but, bah,
c'est assez exceptionnel parce que il faut aller la chercher, le lucarne. Ça paraît Et puis simple, hein. après, Mm. bah ouais, en fait, il arrive à rendre simple des gestes compliqués. Je veux dire, sans lui manquer de respect, mais si c'est Brahimi qui l'attend, elle part dans les nuages. Oh, c'est dur, c'est dur. C'est très très dur. Eh, Mais c'est bon. Brahimi, ce qu'il fait, non mais je me suis fait la réflexion J'aime bien vraiment me faire insulter sur en Twitter préparant pour ça. l'émission. Si c'est Kluivert l'année dernière qui fait ça, on crie au génie. Et toi le Non, premier, Alric. Et non, oui, non, et c'est non, la non, vérité. non, Et c'est la vérité. Si le mec il fait non, une je percée crie comme pas au ça, génie. Non, non, je crie pas au génie parce que j'aurais été persuadé qu'il savait faire ça. Donc, non, non. Mais, non, allez, blague à part, oui, Ramsey, une belle rentrée. Elle est plutôt rassurante. J'avais lu un tweet qui m'avait fait rire. C'est 10 secondes avant, je l'insulte parce que il est en train de boiter sur le terrain. En fait, je pense que le mec, il a été surpris par un truc. C'est qu'il faisait 40 degrés à Toulouse. Et d'ailleurs, c'est une des premières choses qu'il a dit en sortant du match. Il a dit: Je m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi chaud. Eh oui, hein. C'est la canicule, hein, c'est pas Turin ou c'est pas l'Angleterre. Du coup, ouais, moi ce que j'ai aimé, c'est que dans son geste, chacun de ses gestes, c'est du velours. C'est un truc assuré. Tu te dis, ok, il va pas perdre le ballon bêtement. Il va pas tenter une passe qu'il ne sait pas faire juste pour le plaisir de dire, bah tiens, je vais tenter un truc un peu fou. Non, il est assuré dans son geste. La seule crainte que j'ai, c'est une crainte qui est légitime et qu'on a tous, c'est son physique. Parce qu'évidemment, si son physique il tient toute la saison, c'est parmi les meilleurs, si ce n'est le meilleur milieu en Ligue 1. Je prends le pari. Maintenant, si son physique, tu t'emballes, Alric. j'ai dit parmi les ou le. Parmi. Voilà. Mais après, le problème, c'est que s'il commence à avoir des pépins physiques, on l'a vu notamment avec le spécialiste du foot italien, des pépins musculaires, ce qui est assez récurrent chez lui, ça peut devenir compliqué. Mais voilà, j'ai plutôt envie de me dire qu'il a réussi à se fondre dans un collectif alors que il a joué quoi, 12 minutes, 15 minutes. Donc c'est de bonne augure pour la suite. En plus, souvenez-vous que Favre sait très bien gérer les profils un peu particuliers. On se souvient de Balotelli. Il avait su très très bien le gérer pour en faire un super joueur. Du coup, Ramsey, pour tout ce qui est physique, je pense que Favre va le gérer aux petits oignons pour qu'il soit dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Après, j'ai pas plus de choses à dire si c'est des choses très bateau. Moi, j'aimerais juste faire un petit. Alors attendez, apparemment on m'entend pas trop. Je vais juste régler ça. Vous me dites, normalement là c'est un peu mieux. Fran de Nice nous dit: il fait un centre à l'aveugle, pas une fois il lève la tête au sujet de Brahimi. Les gars, l'année dernière, on se plaint que les latéraux, à chaque fois qu'ils sentent, ça part au troisième poteau. Et là, on a un ailier qui fait une percée dans la défense, qui a la lucidité de mettre un ballon en retrait, certes, peut-être chanceux par rapport au fait qu'il tombe dans les pieds de Ramsey, mais il faut quand même pas lui enlever la lucidité d'utiliser son pied droit qui n'est pas son bon pied pour mettre le centre à Ramsey. Il faut reconnaître quand même que ça sort pas de nulle part, non? Non, non, ça passe en plus, elle est belle, hein, la passe de Brahimi. Elle est belle, d'autant plus elle peut être compliquée parce qu'il vient de taper un petit rush entre trois quatre défenseurs et que tu es en pleine surface. Donc à tout moment, tu as un défenseur qui te sort un contre de l'espace-temps. Donc non, non, elle est plutôt. Bah, de toute façon, elle est dans ses qualités, hein, à Brahimi, Hmm. de percussion et de petites passes qui vont bien. Ce qu'on pouvait lui reprocher, je l'ai dit, c'est ses 5 premières minutes lorsqu'il rentre, où il loupe la balle sur chaque contrôle qu'il fait, on lui fait des passes, il est à contre-temps, et il ne tenait pas sur ses jambes. Il faisait que glisser. À tel point que j'ai tweeté très vite, je doute que son choix soit très judicieux de crampon, parce que c'était problématique. Mais voilà, une fois qu'il s'est retrouvé sur son côté préférentiel, et je le répète, je pense qu'il est mieux à droite qu'à gauche, même si on vante une certaine polyvalence. Non, je pense qu'il est mieux à droite qu'à gauche. Il a su faire les différences. Après, ça correspond peut-être avec le fait que Toulouse baissait le pied physiquement, que son vis-à-vis direct, c'était un remplaçant, il me semble, et qu'il n'était vraiment pas dans son assiette. Donc voilà, on va pas retirer tout ce qu'a fait de bien Brahimi dans son entrée. Voilà. Je préfère qu'il joue remplaçant
et qu'il apporte 15 minutes correctes, voire bonnes, plutôt qu'il fasse titulaire, qu'il tente plein de trucs qu'il rate et qu'il se crame physiquement. Voilà. Je pense qu'on est dans un cas de figure, c'est ce que je disais tout à l'heure, vis-à-vis des titulaires et des remplaçants. Là, le contexte va faire que beaucoup vont aller sur le banc, beaucoup vont jouer. Il va y avoir une rotation qui va être importante. Et dans ce sens-là, Brahimi, à l'heure actuelle, c'est peut-être une sorte de sixième homme au basket, quoi. C'est un mec qui arrive, qui va apporter sa vitesse. Tu parles de profondeur, Fran Denis, et je suis assez d'accord avec toi. Il apporte aussi un registre différent s'il est amené à rentrer dans l'axe à la place de Delors. Donc, malheureusement pour lui, il a souffert de l'étiquette des 7 millions d'euros et du transfert onéreux l'année dernière. Sinon, c'est pas un mauvais joueur. Et je pense que Favre peut en faire un très gros joueur. Qui sait, peut-être le nouveau Alassane Plea. Est-ce qu'on a le temps de dire quelques mots sur une recrue dont on n'a pas parlé et qui pour moi a fait un match plutôt correct pour une première? Tu vas parler de Beka Beka. Oui, On peut. parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant chez ce joueur. Je vais pas m'inventer une vie, j'ai dû voir quelques minutes pendant les Jeux Olympiques et c'est tout. Je ne le connaissais pas, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant chez ce joueur. Il n'a pas tenté beaucoup de choses parce que j'ai senti qu'un peu comme l'équipe en première mi-temps, il était un peu sur le recul-frein. Mais il a fait une ou deux percées, notamment une qui, je pense, elle m'a fait frissonner parce que je me suis dit, il va provoquer un penalty. Et en fait, non, c'était un coup franc en seconde mi-temps. Je pense que les supporters toulousains ont un peu frissonné là-dessus. J'étais devant, c'était devant moi. Voilà. Il n'y a pas une Donc, tu grosse vois, le faute, mec, hein. il fait une grosse faute, Non, il prend une grosse faute. ah non, pour moi, il n'y a rien. Ah non, voilà, il n'y a pas une Moi, grosse il n'y a faute. rien. Ouais. Il n'y a rien du tout. Ouais. Mais voilà, il prend de vitesse son vis-à-vis, hop, petit tacle à l'entrée de la surface. Et là, tu te dis, il y a un truc un peu à la Thuram dans ses prises dans ses accélérations. Maintenant, voilà, j'attends de voir parce que j'ai trouvé ça très correct. Et ça aurait été un peu dommage qu'on n'en parle pas parce que c'était la seule recrue alignée au coup d'envoi. Alors, je vais donner la parole à Bertigno, mais avant, en fait, c'est vrai que Pilonnage nous dit Beka Beka, j'ai aucun souvenir de son match à part son coup franc. Et je pense que c'est pour ça en fait que j'en ai pas parlé, c'est que Bertino, je sais pas ce que t'en penses, mais je l'ai trouvé correct, mais sans plus. Voilà, je l'attends plus en fait, ballon dans les pieds et peut-être pas qu'il va faire des Après, il a différences. joué 8, hein, son poste préférentiel, pardon, c'est 6. Et pour l'instant, le 6, c'était Rodario. Et donc, je pense pas qu'il était peut-être à la meilleure place possible pour lui. C'est possible, c'est possible. Non, mais un début de match et un match correct dans l'ensemble. C'est vrai que de toute façon, dans cette première période où on n'avait pas forcément le ballon, où on subissait un peu, ça ne lui a pas permis de s'exprimer non plus, de ressortir les ballons comme il est capable de le faire, de chercher le jeu. Il n'y a pas eu de grosses opportunités de faire ça. Donc non, un match encourageant de sa part pour des débuts, mais correct. Voilà, il a joué simple, il n'a pas cherché à en faire trop non plus. Voilà, un jeu simple, des duels gagnés, quelques ballons grattés, mais dans l'ensemble, on attend plus dans l'organisation du jeu et l'utilisation du ballon. C'est vrai. Alors moi, je l'ai vu un petit peu parce qu'il jouait à Caen, du coup, quand on était en Ligue 2. Et c'est un sacré joueur. Moi, je pense que c'est peut-être une de vos meilleures recrues de l'été. Moi, je les connais pas toutes, Viti, je le connais pas bien. Mais oui, j'ai pas trop de doute sur le fait qu'il va réussir à Nice, même si je l'ai trouvé moi aussi assez neutre sur ce match. Mais déjà sur quelques prises de balles, tu vois que c'est un mec qui est capable de s'imposer sans problème. La dimension physique semble un de ses atouts. Tu sens quand même qu'il va pas hésiter à aller au contact et à renouveler les courses. Et aussi le jeu sans ballon. Il a aussi été très actif dans ce sens-là. Donc effectivement, on va dire une première timide, correcte. On en attend plus. Encourageante. Encourageante. Allez, J'aime bien le encourageante mot pour être un peu plus positif. Messieurs, oula, Félicité d'avoir fait une belle émission. voilà. Non, on n'a pas fini. Avant de passer au pronostic entre guillemets des deux prochains matchs de chacune des équipes, Emmanuel, moi j'ai une question parce qu'on en a parlé un peu avant l'émission. Tu la vois où ton équipe là cette année ? Est-ce que tu crois au maintien déjà ? Parce que 4 descentes cette année. Hein.
Ouais, 4 descentes. Ouais, ouais. Bah, du coup, moi, je m'étais dit qu'on aurait des investissements un peu plus hauts, même en termes financiers, cet été, vu que bon, c'est un peu l'année où il faut investir. C'est pas ce qui s'est passé, mais finalement, pour l'instant, on n'a perdu personne. Donc, c'est déjà presque un mercato réussi. Et je pense que notre chance, c'est qu'on a quand même des équipes assez nettement inférieures, à mon avis. Angers, Clermont, Troyes, Auxerre, Ajaccio. À mon avis, ça, c'est 5 équipes qui sont vraiment un tour en dessous des autres. Et nous, je pense qu'on est dans le groupe du dessus. Donc, entre la 15e et la 10e, moi, je pense que 12-13, c'est ce qu'il faut qu'on vise, quoi. Un maintien assez solide, pas loin d'équipes comme Brest ou Reims. À mon avis, c'est là qu'on se situe. Mais après, si on finit 15e ou même 16e, je suis très heureux, hein, parce que c'est une première année. En plus, elle est coupée en deux, c'est un peu particulier avec la Coupe du Monde. Donc, bon, voilà. Il y a aussi ça, il y a aussi cette dimension à prendre en considération, c'est-à-dire que euh, les équipes qui vont avoir des internationaux et qui vont être perturbés, ne serait-ce que pour la préparation physique par cette Coupe du Monde, c'est une donnée à prendre en considération. Ça va nous arriver, hein. Alex nous dit Toulouse fait top 10 cette année. Alors là, C'est pas impossible, hein. tu fais top Mais 10, mais en tout cas, ce qui me plaît, comme on a pu dire un peu plus tôt dans l'émission, c'est l'équipe ne s'est pas cachée en fait. Elle a produit son jeu comme elle a l'habitude de le produire. Il y a des matchs où ça va prendre, il y a des matchs où ça va moins prendre, mais moi je préfère une équipe qui perd avec ses armes et avec sa philosophie plutôt que. Non pas qu'il faut pas s'adapter, c'est pas ça, mais c'est qu'au hmm. moins t'as une idée, t'as une philosophie et t'as décidé de jouer comme ça, t'as décidé d'être à l'initiative et dans ma conception du football, moi ça me plaît. J'ai l'impression qu'il y a un petit cercle vertueux quand même qui s'est créé maintenant en Ligue 1 et que les promus sont un peu plus dans cette optique. On voit ce qui est devenu Lens alors que ça fait pas longtemps qu'ils sont là. Clairement. Strasbourg, même Clermont, voilà, même si évidemment ils ont moins de moyens, mais on voit ça plus souvent. On va voir ce que font Auxerre et Ajaccio qui ont vraiment beaucoup moins de moyens pour le coup. Mais Auxerre aussi, c'est une équipe qui a l'air de vouloir rester fidèle à son jeu, donc ouais, c'est plutôt cool. Après, on parle de clubs, mis à part Clermont, on parle de clubs qui ont aussi l'expérience de la Ligue 1. Je veux Ouais. dire, Toulouse, ça a été un club qui a compté pendant de très nombreuses années en Ligue 1. Certes, il est en reconstruction, mais j'ai du mal à le considérer comme un petit club, un petit promu. Tu vois, c'est la même chose pour Lens, qui, lorsqu'ils étaient remontés la première année, ils avaient investi 10-15 millions, je crois, et ils s'étaient fait une équipe pour, euh, pour tout de suite rester en Ligue 1 et jouer pas l'Europe, mais les 10 premiers, quoi. Et sans vouloir dire de bêtises, je crois que l'année de la remontée du RC Lens, ils achètent Seko Fofana, hein. Oui. Je crois que tu as raison. Ouais. Donc juste un promu qui lâche 10 millions sur un très bon milieu de Serie A, déjà, ça Ah, puis affiche ils des avaient acheté ambitions. un super attaquant camerounais qui s'appelait Ganago. Non, non, mais voilà, c'est pour ça, mettre, si tu veux, Toulouse dans la même valise des promus que ce qu'a pu l'être Clermont l'année dernière, j'ai un peu de mal avec ça. Donc moi, je ne me fais pas de soucis sur le fait que vous allez vous maintenir. Après, peut-être que la gestion de la saison risque d'être un peu difficile, notamment avec cette Coupe du Monde qui arrive en plein milieu. Je ne sais pas si vous avez beaucoup d'internationaux qui partent. Mais qui font la Coupe du Monde, en fait, je pense qu'on en a qu'un. Genro. Donc c'est plutôt bien, en fait. Peut-être deux. Ouais, ouais, c'est plutôt bien, mais après, bon, dans tous les cas, tu as un mois de coupure, quoi. Ouais, Donc il c'est faut. ça. C'est cette gestion-là, en fait. C'est pas uniquement Ouais, mais les un mois avec internationaux. un groupe complet pour bosser, c'est bien que Ouais, c'est nous, sûr. on va avoir plusieurs internationaux qui risquent de partir, quoi, hein. Ouais, ouais. Messieurs, en attendant le potentiel retour de Bertigno qui a disparu de l'émission, ma Vite. foi, c'est une émission de reprise, hein. On fait comme on peut, messieurs. La Euh, connexion aussi en reprise. voilà, c'est ça, exactement. Faut pas trop la brusquer, ça va venir. Dès la semaine prochaine, ça va être bien mieux. On parle justement de maintien. Dès ce week-end, on a un 3 Toulouse. On est à la deuxième journée, on va pas s'emballer ou quoi que ce soit. Mais ce sont des points qui vont compter, Emmanuel. Ouais, clairement. Bah, tu parlais de la dynamique, ou je sais pas si c'était toi, Alric, mais ouais, il faut la prolonger, et surtout sur des matchs comme ça, parce qu'après, on joue, si je dis pas de bêtises, on fait 3 et juste après Lorient. Et bon, ben voilà, je pense que c'est des équipes contre lesquelles il faut gagner ou faire au moins 4 points sur 6 quoi, sur ces deux matchs-là. D'autant que, comme je le disais, je pense qu'on est quand même un petit niveau au-dessus de 3 qui est un drôle de projet.
et qui a un effectif, moi, que je trouve pas exceptionnel. En plus, avec Irles, visiblement, ça se passe pas bien. Donc, ouais, clairement, c'est le match où il faut confirmer la bonne prestation contre Nice, parce que c'est notre championnat aussi. Ouais, tu fais, admettons, 4 points en 2 matchs, tu te mets en confiance aussi pour te maintenir Ouais. cette année. Et on a de l'autre côté un Nice-Strasbourg. Alors, peut-être pas les mêmes enjeux de fin de saison. Strasbourg qui avait fait une excellente saison la saison dernière. Et surtout qui nous avait dérouillé à domicile, Alric. Oui, oui, oui. Et qui en plus là vient de perdre son premier match sur une décision plus que contestable face à Monaco. Donc oui, oui, bien sûr qu'il faut les prendre au sérieux. Je ne peux pas croire qu'ils ont perdu tout leur football qu'ils ont montré l'année dernière. J'ai pas trop suivi les mouvements au mercato, mais Ça n'a pas trop bougé. voilà, nul doute que avec Julien Stéphan, ça restera dans la même philosophie et que ça jouera. À nous justement d'être le plus vite possible prêts avec notre équipe et nos recrues, même s'il va y en avoir d'autres en cours de semaine là, pour justement leur tenir tête et tout de suite prendre les points les plus importants qui seront les points à domicile parce que bien, moi j'aimerais bien qu'on réussisse à faire une saison où la Lance Riviera soit une entre difficilement prenable. Parce que c'est comme ça, mine de rien, que tu arrives à t'assurer une saison déjà correcte sur le plan comptable, mais surtout ambitieuse. Parce que si tu commences à te faire dérouiller par n'importe quelle équipe chez toi, tout de suite tu perds un peu de crédit, quoi. Je te rejoins complètement, Alric, là-dessus, par rapport au fait qu'il faut qu'on fasse de notre stade une forteresse imprenable et surtout la fierté. Je veux dire, la fierté de se dire aussi, bon, l'année dernière, on prend 3-0 à domicile. Et puis, dans, dans, dans mes souvenirs, on n'a pas existé, on avait été Non, lamentable. On avait été tu t'es fait lamentable. démonter sans. Autant il y a certains matchs où on n'a pas forcément été aidé par l'arbitrage ou quoi. Mais alors ce match-là, il souffre d'aucune contestation. Ah non, absolument pas. Et voir un peu eh bien, l'équipe qui a été proche de Nice l'année dernière, voilà. Là, on est déjà à un match très important. Un match Ça, potentiel. c'est ton concurrent direct en fait Ah ben c'est l'un pour de tes l'Europe. concurrents directs qui risque de jouer peut-être un top 7, top 6 cette année, avec des équipes comme Lens, comme Lille, comme même Lyon. Je dirais, la concurrence, elle va être très très importante. Maintenant, si tu veux te mettre dans la meilleure disposition mathématiquement et puis faire le plein de confiance, tu balayes le mauvais souvenir de l'année dernière, tu sors un gros match contre Strasbourg et puis tu vas gagner ton barrage aller 4 jours après. Hein. C'est ça, là, il faut plus réfléchir, il faut y aller. Hein. Ouais, enfin bon, après ça reste que la deuxième journée aussi, hein. On se souvient que Monaco avait fait une saison plutôt médiocre jusqu'à gagner 11 matchs consécutivement et se battre pour la deuxième place. Donc tu sais, il n'y a pas de science exacte en Ligue 1. Donc je pense que la formule est complètement bateau. Je l'aime pas, mais pourtant elle est réelle. Tu prends les matchs les uns après les autres et puis tu vois ce que tu arrives à faire, quoi. Effectivement. Alex qui nous dit Strasbourg concurrent direct, vous êtes pas sérieux les gars, c'est 12e ça. Alors, autant il y a quelques années, Strasbourg c'est 12e, Euh, autant l'année dernière pour les avoir vus Strasbourg jouer. finit sixième hein, l'année dernière. Hein. L'année dernière, ils finissent, je sais plus exactement, 6, 7, Sixième. 6e. Ouais. Donc juste derrière nous, et très franchement, en termes de mérite, purement footballistique, ils méritaient peut-être même plus. Donc non, 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 c'est pas 12e Strasbourg. 12e, c'est l'Olympique lyonnais. Allez, Pas cette année en tout cas. allez. Bon, je sais pas si Bertigno va revenir, les gars. On peut clôturer là-dessus, euh, si vous le voulez bien. Merci à tous les deux pour votre présence. Bertigno s'est perdu dans les Tu bas-fonds. fais le quiz? Je peux faire un petit quiz, si vous le souhaitez, effectivement. Il est sous la main, je savais pas s'il fallait que je le fasse vu qu'on était un de moins. Mais écoutez, si vous voulez faire un. Il a fait duel, comme ça on voit qui c'est qui a gagné le match de samedi. Et voilà. Dimanche. Allons-y. D'accord, ok, ok, ok. On a 5 questions, J'ai fermé le messieurs. chat, il n'y a plus que Voilà. cette page ouverte. Aucune vue sur le chat. Le chat peut également participer si vous le souhaitez. Première question. On est sur une question de rapidité.
Là, c'est vu qu'on n'est que deux, il n'y a pas de prénom, vous levez pas la main, vous sortez la réponse si vous l'avez. Quel était le dernier score entre Toulouse et Nice? 0-2. Non, Enfin, à Toulouse, du coup. à Toulouse. Oui. C'était en 2007, 2018, non, C'était en 2019-2020. 2019. C'est en 2019-2020, on gagne 2-0 là-bas, dans un match catastrophique, et Christophe Herrel marque et fait sa putain de joie dégueulasse là face aux supporters. Alors moi, j'ai pas ces informations-là. Mais maintenant que tu me le dis, ça me fait douter par rapport à ce que j'ai écrit. Moi, je vais dire un partout, mais je me rappelle pas. Moi, j'ai victoire 4-1 Toulouse en Coupe de France. Ah, 32e peut-être. de finale. Alors oui, parce que je Euh, précise sur la Ligue 1. Eh oui, eh oui. Ouais, Alors c'est que ça. j'ai dit, alors que j'ai pas précisé en Ligue 1. Ouais, d'accord, Mais ok, tu me fais bon. douter parce que le 2-0, il est avant celui-là du coup. Non, oui, il est avant, Il est parce qu'on se fait avant. dérouiller. Ouais, ouais. Ok, ok. Alors, sur ce match-là, donc victoire de Toulouse 4-1, qui était le buteur niçois? Trois Issan propositions. Sako. Issan Sako. C'est Issan Sako, c'est son seul but. Moi, j'ai le Toulousain, par contre. Issan Sako, il y avait Attal, Issan Sako et Christophe Ferrer en proposition. Ah, c'était bien 2-0 le dernier. My bad. My bad, my bad. Bon, alors j'ai un point quand même parce que j'ai donné 2 réponses. Alric, One Puntos. Et puis, Pourtant, je suis presque sûr. Attends, apparemment, Babin nous dit c'était bien 2-0 le dernier. Dans ce d'accord. cas, le site sur lequel j'ai vu ça est périmé. Troisième question. Quel est le nombre de passes décisives de Vanden Bowman l'année dernière? 21. Ça dépend des sources, après. Ça peut être 20, mais... J'allais dire 20. Point pour Emmanuel. J'ai 20. T'as dit 21 ou 20. C'est 20. Il y a un litige sur une passe décisive à Sochaux, mais nous, on la compte. Ok. Donc ça fera Moi, je lève 21. la main pour que je réponde quand j'ai répondu. Au coup d'envoi, messieurs. Combien y avait-il de joueurs hollandais titulaires? 5. Et l'on. Il est chaud. Ah ouais, 5. Ouais. 5. On avait Stengs, 5. Rosario, Spearings, Ah, Rosario. Vanden Bowman et Dalinga. Ah, il est hollandais, Van den Bommel. J'aurais dit qu'il était belge. Eh non. Non. Dernière question, et je me rends compte que si Emmanuel répond, ça fait un match nul. On va espérer que. Impression. Tu On feras une cherche, on cinquième cherche question. un joueur. On cherche un joueur. Ah, et pas de proposition, Alric, avant. Parce que ça, c'est. Quand ça tombe juste, ça fait trop mal. Strasbourg, Paris Saint-Germain, Gamero. Espagnol de Barcelone, José Cobos. Toulouse, Oui, José Cobos. Nice, José Cobos. C'est pas le plus récent. Je l'ai vu C'est lundi pas le et on plus en a récent. parlé. J'aurais pu faire un petit Florent Balmont, j'aurais pu faire. Je l'ai vu lundi et on en a parlé. En Allez, fait, on cherche un. je voulais faire un petit clin d'œil à José Cobos, donc, qui était dans l'émission de Copéglon lundi soir. Exact. Et ça a été vraiment un plaisir à titre personnel de l'écouter parce que bah, il a tout un tas de souvenirs et une vision aussi du football qui est toujours. Et il a une mémoire sur sa carrière. C'est dingue. On en a beaucoup parlé en off. Et il a une mémoire sur sa carrière. Je pensais connaître beaucoup de choses. Et plusieurs fois, il me regardait, il me disait non, c'est pas ça. Il me corrigeait à chaque fois. Est-ce qu'il Non, est-ce qu'il t'a dédicacé son chewing-gum d'ailleurs, Alric? Alors non, parce que étant donné que lorsque j'étais petit, j'ai beaucoup traîné au sein du vestiaire niçois, j'en ai plusieurs des chewing-gums. Non, je déconne, mais par contre, c'était une personne que j'apprécie énormément et qui nous a fait l'honneur, alors qu'il ne pouvait pas, foncièrement parlant, venir. Il ne pouvait pas, hein, il était très pris et il nous a fait l'honneur de venir parce qu'il nous a dit très clairement, j'ai refusé 2 fois, je pouvais pas le faire une 3e fois. Donc je le remercierai beaucoup. Et puis ça collait bien aussi entre deux matchs de deux clubs qu'il a fréquentés, à savoir Oui, Toulouse oui, en et plus. Strasbourg. Oui, effectivement. Et puis, on attaque la saison 2022-2023, ça marque les 20 ans de la Et remontée également. en Ligue 1, donc c'est toute une D'ailleurs, symbolique. sortie du film des 20 ans, vendredi de cette semaine, si je dis pas de bêtises, 18 heures. à 18h. Exact. Là, clairement, pour
les personnes qui ont connu ou qui n'ont pas connu cette période-là du club. Ouais, si vous n'avez pas connu cette période, Si vous n'avez pas connu cette période-là, regardez absolument ce documentaire, c'est absolument génial. vous allez découvrir un joueur qui a Messieurs, marqué merci beaucoup pour votre présence pour cette première de la saison 2 du Club Pancho. Merci de m'avoir accompagné pour ça. Merci à Très toi. bonne saison au TFC, Emmanuel. On se Ben, revoit vous aussi. peut-être au match aller et pourquoi pas également en Coupe de France, sait-on jamais. Merci à toi en tout cas pour tes éclairages et ta pertinence. Alric, on se donne rendez-vous la semaine prochaine Ouais. pour Nice-Strasbourg. D'ici là, prenez soin de vous les gars. Merci pour votre présence aussi sur le chat. Merci à toi. Très bonne soirée et à bientôt.